cette journée aussi, qui d'une certaine façon voilà, continue quelque chose du souffle libertaire qui avait présidé à la création même de la Cinémathèque française et dans laquelle aussi s'inscrit certains des cycles qu'on a pu faire ici, donc comme celui consacré à Jean-Pierre Wixou et celui qui a été consacré récemment à Jean-Pierre Bastide. Donc comme vous savez bien sûr, l'œuvre d'Armand Gatti, donc comme celle de Gianni Totti par exemple ou de Pier Paolo Pasolini, s'inscrit d'abord dans le journalisme, et je dirais qu'elle relève très globalement de ce que Alberto Moravia avait appelé une fois la poésie civile, c'est-à-dire une poésie qui s'inscrit dans le monde, dans le concret, qui est dans l'action. Et je dirais que donc son travail est productif et créatif, à la fois en termes, disons, traditionnellement artistiques, donc littérature, cinéma, mais aussi, et c'est une des choses qui va certainement être éclairée aujourd'hui, en termes de création de gestes politiques. Et à l'instar d'autres géants du cinéma engagé, je pense par exemple à René Vauthier, parce que c'est la même génération, son œuvre cinématographique est certes fameuse, mais circule encore assez peu. Donc évidemment ici on est dans un ombilic d'experts et de connaisseurs, mais c'est quand même une œuvre, j'en témoigne en tant qu'enseignante, qui reste très très largement sous-analysée, sous-commentée. Et donc pour en dire deux mots simplement à titre de plateforme tout à fait insatisfaisante, mais en prélude aux propos qui vont se tenir aujourd'hui, je dirais que pour moi en tout cas, qui n'en suis pas une spécialiste, c'est une œuvre que j'apparente à une utopie concrétisée. Voilà, dans son ensemble, pour moi c'est une utopie réelle, donc qui est une sorte évidemment de paradoxe, d'utopie concrète, mais dont chaque élément, et notamment les films, apparaissent comme des blocs non alignés. C'est-à-dire non alignés au sens géométrique et architectural, donc esthétique, mais aussi bien sûr en termes politiques. Ce qui fait que aussi chaque œuvre, enfin chaque item, si je puis dire, de l'œuvre, doit être pensé pour lui-même, dans sa spécificité, et son caractère tout à fait unique dans l'histoire, donc notamment du cinéma, où presque chaque film naît d'un dispositif particulier, enfin un film au sens argentique, mais aussi vidéographique, et donc tout le travail de fabrique, le processuel, comme on dit aujourd'hui, est aussi créatif et fait partie de l'œuvre au même titre que son résultat attestable. Donc voilà, je dirais que chaque œuvre est aussi une sorte de météore, donc qui est capable d'incendier l'histoire des formes. Alors cette journée, elle participe elle-même d'un mouvement général dont je voulais vous montrer physiquement, je manque un peu de bras, donc deux autres manifestations. Donc la première, certains d'entre vous y ont participé, c'est le numéro 2 des cahiers Armand Gatti, donc, qui est un magnifique numéro produit par La Parole Errante, et dont plusieurs des contributeurs seront aujourd'hui sur cette scène. Donc Sylvain Dreyer, par exemple, qui va nous montrer le film qu'il a consacré à l'autre Cristobal, et puis aussi Jean-Paul Fargier, et puis quelques autres. Et le deuxième, donc, qui est aussi plein d'archives extraordinaires, notamment le synopsis de Moranbong et le scénario de La Commune. Et puis l'autre élément qui vient de paraître aussi, c'est cette formidable série vidéographique, donc Le Lion, sa cage et ses ailes, donc co-réalisée par Armand Gatti, Hélène Châtelain et Stéphane Gatti, avec, pour et selon donc les travailleurs de l'usine Peugeot de Montbéliard. Évidemment, aujourd'hui, voilà, ça prend une résonance très particulière avec l'annonce des fermetures programmées des usines Peugeot pour 2014, enfin de deux usines françaises. Alors, la suite de cet événement, de cette journée d'études, donc elle s'achèvera ce soir par 2 séances de projection consacrées à la partie irlandaise de l'œuvre d'Armand Gatti. Donc nous étions tous des en arbre, et puis 2 films sur ce film, enfin de documentaire qui accompagne le film d'Armand Gatti par Hélène Châtelain et Fergus Daly. Et puis ce sera la dernière manifestation à la Cinémathèque française, le 15 juillet, 2 projections de films de Stéphane Gatti sur Armand Gatti. Donc à 19h30, entretien avec le poème cinématographique, et à 21h, une première. Donc j'ai plaisir à vous l'annoncer.
Donc je vous lis l'intégralité du titre du film. « Science et résistance, battant des ailes, pour donner aux femmes en noir de Tarnac un destin d'oiseau des altitudes » de Armand Gatti, donc de Stéphane Gatti. Donc il y a la captation et restitution du spectacle du même nom, créé en août 2010 à Neuvic. Donc à l'orée de cette journée d'études, je voulais remercier tout particulièrement Bernard Benoliel et Pauline de Raymond pour leur très généreux travail d'hospitalité. Donc Jean-Jacques Ocard qui va arriver, la parole errante, bien sûr tous les participants, en particulier ceux qui viennent de loin et qui sont là en avance, donc Luc Dardenne, Sylvain Dreyer, et puis aussi Fergus Daly qui vient tout exprès d'Irlande, et dès qu'ils seront là, donc Hélène Châtelain, Armand Gatti. Et alors, grâce à leur présence, pour terminer, je pense qu'on va inscrire cette journée dans une dynamique qui a été formulée par Armand Gatti lui-même à propos de Buenaventura Durruti. Donc c'est une admirable formule citée dans la dernière lettre de la parole errante. « Nous ne cherchons pas à connaître la couleur de ses yeux, mais comment changent les choses après qu'il y a posé le regard. » Voilà, donc je trouve que c'est une belle perspective de recherche. Donc je vais laisser la parole à une experte de l'œuvre d'Armand Gatti, donc qui est Isabelle Marinone, si je peux lui demander de monter sur la scène. Bonjour à tous, je suis ravie évidemment d'être présente pour cette journée exceptionnelle autour d'Armand Gatti. Armand Gatti, ça va, le son, oui, on se rapproche. Connu comme surtout grand dramaturge, et souvent moins perçu dans son rôle de cinéaste. Pourtant, la production filmique d'Armand Gatti s'avère essentielle, bien qu'il est vrai, plus limité au regard sans doute du reste de ses réalisations. En témoigne notamment l'impressionnante somme de textes poétiques, de pièces de théâtre, écrits depuis le début des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Alors son œuvre filmique se caractérise sans doute par une variété de modes de production, de supports aussi, et d'expériences surtout, notamment des expériences collectives de réalisation. Elle se compose essentiellement de 4 fictions de cinéma, 3 en 35 mm et 1 en 16 mm, à savoir en 1960 le très connu L'Enclos, portant sur l'univers concentrationnaire, tiré de l'expérience de Gatti de sa déportation au camp de Linderman. En 1962, El Otro Cristobal, une fable baroque qui témoigne de l'effervescence révolutionnaire à Cuba. En 1969, Le Passage de l'Èbre, revenant sur la révolution espagnole et surtout les luttes antifascistes. Et enfin, en 1981, Nous étions tous des noms d'arbres, mettant plutôt en évidence le combat donc, des membres de l'IRA et de la population liée à l'IRA en Irlande. À cela s'ajoutent 2 séries documentaires tournées en vidéo, expérience ici de création collective, bien propre à Gatti. En 1976, Le lion, sa cage et ses ailes, qui décrit le portrait d'une ville ouvrière, celle de Montbéliard, et qui va donner la parole aux employés émigrés de chez Peugeot. En 1979, autre expérience, La première lettre, qui permet donc à d'autres habitants d'une autre région, celle de l'île d'Abo, de penser et de revenir sur l'histoire d'un jeune résistant, Roger Rouxel. Alors malgré une reconnaissance de la profession pour ses films, se traduisant par plusieurs prix remportés au sein de festivals, les rapports entretenus avec l'industrie du cinéma ont toujours été complexes et difficiles quand il s'agit de Gatti. Comme il le dit lui-même en 2004, « Le cinéma, ce n'est pas mon affaire ». Le poète s'accommode en effet très très mal des impératifs économiques du 7e art. Quant à la profession, elle s'avère très souvent frileuse devant cet auteur aux convictions politiques très affirmées et aux conceptions artistiques inédites et souvent démesurées. Prenant le parti d'une démarche qu'il nomme lui-même semi-marginale, un pied dans la marginalité, un pied dans le système, Armand Gatti a su malgré tout avancer en développant un langage original autour du film.
Pourtant, les coûts très importants des films et le manque de soutien surtout du CNC, refusant très souvent l'avance sur recette pour nombre de ces projets, il n'y a qu'à voir le nombre de scénarios qui n'ont jamais été réalisés, tous ces éléments auront raison du poète, qui renoncera à la réalisation définitivement en 1981, mais pas à l'écriture. C'est-à-dire qu'Armand Gatti travaillera en effet plusieurs textes pour d'autres films, et notamment ceux de la tribu Gatti. Son esprit, son art, sa manière s'imprime, se diffuse notamment dans les productions d'Hélène Châtelain, sa compagne, mais aussi bien sûr de son fils Stéphane Gatti. Le cinéma pour Gatti, c'est un moyen d'expression, un langage parmi d'autres au fond. Et il est vrai que Gatti aura toujours finalement d'autres moyens d'expression, la littérature, la poésie, le théâtre, qui lui permettra d'obtenir une satisfaction plus grande, une autonomie plus grande pour ses créations. Pour autant, Gatti réalise un cinéma très singulier qui est absolument essentiel et notable dans l'histoire du cinéma, et dans l'histoire du cinéma français en particulier, parce qu'il s'intéressera aux liens, aux interactions, aux rapports entre poésie et politique, entre imaginaire et action politique à travers son œuvre cinématographique, qui fait se rencontrer l'histoire, parfois l'histoire avec un grand H, et l'utopie, ou les formes d'utopie. C'est donc plutôt sur cet aspect du travail de Gatti que je vais plutôt me porter ici, et vous parler essentiellement d'un élément certainement essentiel de son travail, à savoir un rapport particulier au temps, à la mémoire, à l'histoire, qui est bien singulier dans le cadre de Gatti. Alors le rapport au temps, chez lui, pourrait être mis en relation avec d'autres conceptions modernes de la philosophie de l'histoire, telles que peuvent l'envisager ou telles qu'ont pu l'envisager Walter Benjamin, Michel de Certeau, Jacques Rancière ou encore plus récemment Georges Didier Huberman. Je pense notamment à Devant le temps, Histoire de l'art et anachronisme des images. L'écriture du passé reste un des éléments majeurs de la pensée gattienne que l'on retrouve en dehors même des films, dans son projet, dans ses textes autour de la parole errante. Gatti, dans ce dernier texte, y raconte d'ailleurs une anecdote autobiographique. C'est celle de la feuille de papier trouvée à la prison de Tulle par un autre détenu, sur laquelle était inscrite la question « Chat, pourquoi écris-tu » Gatti répondra « J'écris pour changer le passé ». Ses œuvres cinématographiques, comme le reste de ses créations, proposent justement un sens bien particulier du temps et de l'histoire, qui conditionne toute son approche politique du monde. Avant toute chose rattachée à une temporalité propre, constituée, comme le souligne Jacques Rancière pour la temporalité du régime esthétique des arts, d'une coprésence de temporalité hétérogène, cette approche s'appuie sur donc un autre régime d'historicité et se rapproche d'une conception libertaire du temps et de l'histoire. Gatti n'estime jamais la conception linéaire du temps. En ce sens, il rejoint sans doute Spinoza. Les libertaires, eux aussi, concevront ce temps comme à la fois multiple, qualitatif, tenant à la fois à la durée de chaque personne, aux relations de composition, de recomposition, de décomposition, qui augmentent, diminuent ou détruisent la puissance d'agir des choses existantes.